Donc cette session va parler d'un nouveau projet chez Apache qui s'appelle Apache Beam, que peut-être certains d'entre vous connaissent indirectement sous son autre nom, puisque c'est historiquement le SDK de Google Dataflow. Et je vous expliquerai pourquoi il est chez Apache maintenant et en quoi ça consiste. Rapidement, on va quand même se présenter. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Onofré, je suis fellow chez Talend. C'est-à-dire que je peux intervenir sur pratiquement toutes les équipes techniques de chez Talend. Je suis aussi membre de l'Apache Software Foundation et aujourd'hui je travaille sur grosso modo une vingtaine de projets Apache qui vont de l'intégration d'applications, de messages jusqu'au big data, donc notamment Spark et bien sûr BIM. Je m'appelle Ismaël Mejia. Déjà, je m'excuse parce que mon français n'est pas parfait. Du coup, j'espère que ça ira pour vous. Le mien non plus. Moi, je travaille aussi à Talend. Petite publicité. Talend, c'est une société qui fait une solution d'intégration des données, notamment des données big data aussi, et qui vient d'ouvrir une antenne à Nantes depuis mars ou avril à peu près de cette année. Du coup, on commence à bouger dans ce type de sujet. Donc l'agenda sur cette session, tout d'abord on va vous présenter l'évolution du modèle de programmation Big Data. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire. Alors peut-être certains d'entre vous font du batch, du streaming. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle les windows, les accumulators, etc. Certaines choses pour ceux qui utilisent Spark que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Mais on va couvrir tout ça. Ça c'est Ismaël qui va s'en charger. Ensuite, moi je vous parlerai plutôt de BIM. Quelle est l'approche BIM? Donc ça sera toujours Ismaël. Comment ça s'organise autour de BIM? Comment on implémente ce modèle de programmation? Et moi je vous parlerai plus du détail. Qu'est-ce que c'est que BIM? Qu'est-ce que ça contient exactement? Ok. On va commencer d'abord avec modèle classique MapReduce. Pour ça de vous que vous ne connaissez pas, je fais une mini-introduction. L'idée, c'est qu'on a une quantité énorme de données qu'on va partitionner pour pouvoir processer en parallèle. Traiter, un petit problème de français. Et l'idée initiale, c'est qu'on fait une phase de mapping où on va transformer les données pour les avoir dans la structure qu'on veut. Et après, on va faire une sorte de phase d'agrégation, notamment shuffle. Ouais. Et finalement, on va faire une réduction, une phase de reduce, qui ça peut être simplement les sommets. Je pense que l'exemple graphique est plutôt clair sur les opérations. Et une chose importante, c'est MapReduce, il est sorti depuis 2004, quand les papiers de Google étaient présentés. Et c'est un modèle qui est nettement fonctionnel aujourd'hui, carrément avec un projet Hadoop, avec Spark. Et qui a beaucoup de caractéristiques sympas pour tout le monde. Par exemple, c'est scalable à niveau linéaire. Et il y a certaines optimisations sympas. Mais surtout, que c'est simple pour les utilisateurs dans le sens qu'on ne va pas trop dans les détails techniques. On ne va pas gérer les problèmes de tolérance. Et ça, c'est le framework qui s'occupe de ça, notamment dans Hadoop aussi. Mais on a deux problèmes avec MapReduce. Un problème, c'est à la base, c'est le modèle de programmation, surtout en Hadoop, qui est beaucoup amélioré par contre en Spark, mais que quand même c'était un peu verbose à l'époque. Et l'autre problème, c'est le problème de latence. Si on doit processer traiter une quantité de données énorme, c'est difficile d'avoir une réponse rapide. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une autre famille de modèles de traiter de données Big Data, que c'est la famille de streaming. Le principe de streaming, c'est qu'on a des données qui arrivent tout le temps. Ce sont des données, on peut dire à la base, infinies. Dans le monde BIM, on appelle ça unbounded data. C'est les données qui continuent à arriver tout le temps. Et ici, on ne parle pas d'une exécution des programmes, mais des programmes qui s'exécutent tout le temps. Du coup, on a les données qui arrivent et on a un certain groupe d'opérateurs qui tout le temps vont être en train de faire des agrégations. Du coup, un exemple très basique là, je filtre les données là-bas et j'ai fait une petite accumulation. Mais
on a un problème là aussi. C'est très bien pour avoir une réponse rapide, on gère les problèmes de latence, mais on a des problèmes d'exactitude des opérations qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on doit décider quand est-ce qu'on va faire les opérations dans un espace de temps. Et quand et comment on va faire ces opérations. Hein. Donc ça, c'est un problème qui est présent. Aussi, on a un autre problème qui c'est le fait de que même si on fait des opérations, peut-être on les fait à un moment de procès, quand on est en train de traiter les données, mais qui ne correspond pas à le moment où les événements ont passé. Oui. Notamment, on peut voir le cas ici. Si j'ai fait une agrupation de choses qui ont passé de 8 à 9 heures, oui, comme les données sont en train d'arriver tout le temps, peut-être il y a des données qui sont décalées, qui vont arriver beaucoup plus tard. Oui. Et ça peut être une conséquence simplement de que les données viennent d'une application mobile et la personne n'était pas en ligne, que c'est un cas basique, mais c'est une conséquence aussi du système distribué. Hein. On rien garantit que les choses vont arriver à bon moment. Ça peut traîner un peu. Du coup, c'est un autre problème que les modèles de streaming doivent gérer. Et du coup, bon, pour avoir une bonne combinaison d'exactitude et latence, il y a des gens qui ont proposé le modèle de l'architecture lambda. L'idée à la base de l'architecture lambda, c'est qu'on va avoir deux lignes de procès, de traitement. Un qui est vraiment nettement basé en batch, avec une structure soit Hadoop, soit Spark, où on va, pour exemple, on va calculer les données de chaque jour, qui vont être exactes, et on va avoir un côté qui va calculer les données en streaming pour les données récentes, par exemple les dernières heures. Et à la fin, quand on va faire une requête, une query, on va cumuler les deux et avoir une réponse qui est à peu près précise. Par contre, on a encore un autre problème ici. On gagne pas mal ici, mais on a encore le problème de qu'on a deux modèles de programmation différents. Parce que, notamment, bon, traditionnellement, c'était fait avec Storm, le projet de Twitter. Mais bon, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il existe une bonne quantité de projets qui font ça. Et bon, ça, c'est l'approche de l'architecture lambda, pardon. Et après, on a les gens qui ont dit non, c'est un bordel faire cette histoire de deux procès, c'est trop compliqué parce qu'il y a deux modèles à programmer, c'est pas évident. On va faire juste streaming et on va considérer que batch, c'est un sous-ensemble de streaming. Mais pour faire ça, on a besoin des autres choses. D'abord, une chose qui a aidé beaucoup, c'est le concept de distributed log, un peu comme Kafka, qui c'est basiquement un queue de messages, mais qui persiste beaucoup dans le temps, qui a un concept de rétention des données. Mais surtout, l'autre chose, c'est que les moteurs de streaming ont beaucoup progressé. Oui, on va parler des détails de ça. Mais bon, ça, c'est bien dans les papiers, mais on a un problème encore. C'est toujours encore un autre problème. Le problème encore, c'est qu'on a plusieurs moteurs de streaming aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le monde de streaming est moins populaire que le monde bash, dans le cas de Spark, évidemment. Mais on va voir ça. Et aussi, on a une quantité, bon, on a toutes les restrictions sémantiques qui sont différentes dans chaque modèle. Notamment, juste pour le cas d'Apache, ouais, on a à peu près, je comptais vite fait 9 projets qui peuvent faire la même chose, mais avec des différentes caractéristiques. Ouais. Par exemple, si on bosse sur Gearpump, on ne peut pas faire des batchs. Ouais. Si on bosse avec Spark Streaming... Juste un truc, Gearpump, ça vous parle ou pas du tout? C'est un moteur de streaming qui est fait par Intel, donc, qui est un projet d'incubation aussi chez Apache. Ouais. Par contre, il ne fait que du streaming. Vraiment, il est spécialisé streaming. Juste une petite correction, Kafka Stream ne fait pas partie de Apache. Kafka oui, pas Kafka Stream. Ouais. C'est un peu différent. Bon, chapeau, Apache tout le temps, du coup c'est difficile. Bon, ce que je veux dire, c'est aussi, bon, Spark Streaming, il ne fait pas de vrai streaming, pour les gens qui connaissent Spark, vous savez qu'il fait une accumulation en batch, il fait des petits batchs, et des petits batchs surtout en temps de traitement, pas en temps d'événement, qu'on va voir la différence tout à l'heure. Mais ça qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on choisit un de ces projets et on est marié avec ce projet. Avant, c'était le même problème. Si vous avez beaucoup de code fait en Hadoop et poum, Spark est arrivé, il faut réécrire tous ces codes. Hein. Et ici, on a le même problème aujourd'hui. Il faut se marier avec un de ces projets
pour avoir un système d'exécution. Il y a à la fois la partie API qui est importante, mais il y a aussi les fonctionnalités de chaque moteur. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire des accumulateurs avec Spark, si ça vous parle, c'est impossible. Clairement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment le faire, des vrais accumulateurs. Vous voulez faire des fenêtres, des windows sur état, c'est pareil. Donc en fait, plus que la partie portabilité qui est hyper importante, c'est-à-dire que le code que j'écris une fois, je n'ai pas envie forcément de l'adapter, de le réécrire à chaque fois en fonction du moteur sur lequel je veux tourner. Il y a aussi les features propres, les fonctionnalités propres à chaque moteur d'exécution. Oui, du coup, bon, on a ces problématiques. D'un côté, le fait qu'il y a ces multiplicités d'options et qu'on ne peut pas porter d'un à l'autre. Et aussi, on a la problématique de sémantique. Est-ce qu'on peut exprimer toutes les choses qu'on veut avec ces modèles? Et notamment, je parle ici de Dataflow parce que Google a publié un papier qui mélange deux de ces systèmes internes. Oui. Le premier, c'est Flume Java, qui c'est un API créé pour faire des MapReduce plus simples à l'époque, oui, et qui fait aussi des optimisations. Bon, je ne sais pas qui de vous peut-être a vu la présentation il y a 2 ans de Dataflow dans DevFest aussi. Je n'étais pas là, mais j'ai vu qu'ils ont fait une présentation. Et ils ont présenté cette idée et une partie c'est l'API, l'autre partie c'est le système de streaming de Google. Comme on avait parlé de Storm, Flink, etc., Google en interne, il a ce système qui s'appelle Millwheel, qui permet de faire des choses sympas dans les modèles Dataflow, qui maintenant s'appelle modèle BIM, parce qu'on a passé vers Apache. Cette union, c'est la base de l'SDK BIM. Et surtout, ce qui est clair, est que c'est un progrès à niveau traitement de données. Google dit déjà qu'ils font plus de MapReduce depuis des années, parce qu'ils utilisent un modèle plus riche qui est celui-là. Et surtout, ils sont les produits cloud qui existent aujourd'hui et qui est super bien. Mais bon, le plus important de ces modèles est qu'on a une séparation, on a un niveau d'abstraction cohérent pour toute la problématique. On a l'idée que batch et streaming ne sont pas séparés, sont au même niveau. Et on a une séparation de la gestion des temps des événements ou des temps de traitement. Du coup, un peu pour différencier ça, dans cet axe horizontal, on a les temps des événements. Bon, je ne sais pas si les gens qui sont derrière arrivent à regarder, mais bon, c'est pour dire qu'ici, on a des valeurs qui sont arrivées. Notamment, on peut penser que c'est le score d'un jeu de vidéo. Oui, du coup, les joueurs ont fait 5 points, 9 points, 7 points, etc. Et ils ont commencé à jouer à midi. Oui. Par contre, on a commencé à traiter les données un peu plus tard. Oui. Et c'est notamment à midi 5 qu'on a commencé à traiter les données. Idéalement, on aurait des valeurs qui arrivent à peu près proches, ouais, comme c'est le cas des valeurs 7, de celui-là, 3, pardon, et qui est à peu près proche dans le temps, il n'a pas beaucoup de retard. Mais si vous regardez les données 9, il est passé à midi 1. Par contre, on est en train de le traiter à midi 8. On a un écart de 7 minutes. Oui. Et ce modèle-là, c'est assez classique dans beaucoup de processing big data. C'est-à-dire que le moment où on va processer la donnée et le moment de la donnée elle-même sont forcément très différents. Je ne sais pas, peut-être vous utilisez Deezer, Spotify ou des choses comme ça sur votre téléphone, vous mettez offline, vous lisez des musiques. En fait, il va enregistrer tout ce que vous lisez offline. Donc le moment où vous lisez le morceau de musique, c'est par exemple à midi ou à 11h33. Mais le moment où vous reviendrez online et il va envoyer ce que vous avez écouté sur le système Spotify ou Deezer, ça va peut-être être à 3h de l'après-midi. Du coup, il va falloir qu'il consolide tout ça. Okay, c'est la même chose pour les jeux offline, etc. Okay. Bon, du coup, on parlait des modèles BIM, Dataflow. L'idée, c'est qu'on va avoir des alternatives pour gérer ces problématiques, des données qui arrivent en retard et qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Surtout, il ne faut pas oublier que dans ces contextes, on parle des données qui arrivent tout le temps, des données infinies, et ça ajoute au problème. Du coup, le modèle BIM, il fait 4 questions, et que c'est 4 questions à se poser pour faire n'importe quel procédé de données, en fait, c'est assez générique. La première, c'est qu'est-ce qu'on va calculer. Bon, c'est la question classique batch. Est-ce qu'on va faire des agrupations, on va sommer, on va faire un top, on va faire... Bon, tout dépend de chaque problème. La deuxième, c'est
ou dans les temps, on va calculer les données, on va traiter. En fait, c'est comment j'agrège mes données. C'est mon résultat, à quel moment je considère qu'il peut être calculé. Ouais. La troisième, c'est quand, dans notre temps de procès, on va matérialiser ce résultat. Et ça, c'est une chose qu'on va voir en détail. Donc, c'est décorrélé du calcul lui-même. C'est à quel moment je vais considérer que je peux écrire un résultat, intermédiaire ou complet. Et comment on va raffiner ces résultats? Parce qu'une fois qu'on matérialise les résultats, on peut faire différentes choses. On peut les soumettre, on peut les ignorer, ça dépend de chaque problème. Donc en fait, en répondant à ces 4 questions, aujourd'hui, vous pouvez instancier et implémenter n'importe quel processing de données Big Data. Que ce soit du batch, du streaming, du accumulator, du window, du trigger, tout ce que vous voulez. Tout ça va être matérialisé. Si vous savez répondre à ces 4 questions, vous pouvez implémenter n'importe quoi. Et surtout, il y a trop peu de systèmes, de toutes ces listes que j'ai montrées de systèmes streaming, il y a trop peu qui supportent ça, qui supportent toutes les questions. Et ça, c'est un côté intéressant parce qu'aujourd'hui, BIM, c'est le modèle pour supporter toutes ces questions. Certains systèmes les supportent, certains systèmes ne les supportent pas, notamment les cas de Spark. On n'a rien contre Spark, hein. Spark est magnifique, mais... bon, du coup, on va parler de la question, qu'est-ce qu'on va calculer? Et ici, notamment pour notre exemple, on va simplement sommer les résultats. Oui, bon, ça c'est un petit... Donc on est reparti sur notre histoire de jeu en ligne. Ouais. Donc vous voyez que là on a une P-collection, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. En gros, c'est les données qui vont être exprimées sous forme de clé-valeur. La clé, c'est la string, c'est le joueur, en fait, l'identifiant du joueur. Et l'integer, ça va être son score. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est faire la somme de tous les scores par joueur. Et si on voit une petite animation de ça, bon, l'idée c'est qu'on commence à... le procès va monter comme ça, parce qu'on est dans les temps de traitement, et dans les moments de traitement. Et une chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, la somme va être là, mais quand on accumule vraiment les résultats, ça va être à la fin. Ouais. Ça c'est cohérent avec un modèle batch, parce qu'on va passer pour toutes les données. Par contre, avec un modèle streaming, la grande question est, quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on ferme ça pour dire, bon, mon résultat est ça? Et une approche pour faire ça, c'est utiliser des fenêtres. Né? Et ça va répondre à la question où dans les temps on va calculer les données. Et une chose intéressante à voir, c'est que les moments des événements ne peuvent pas correspondre au moment des traitements, non? Comme on avait discuté tout à l'heure. Du coup, on doit peut-être mapper des résultats dans des différentes fenêtres pour faire les calculs. Juste un détail, c'est du vrai code. Le code qu'on vous montre là, c'est du vrai code BIM. Ouais. C'est le Java SDK. C'est pas de l'algorithmique. C'est vraiment ce que vous pouvez implémenter directement aujourd'hui. Donc en fait, vous pouvez voir que c'est quand même plutôt human readable jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, c'est plus facilement exprimable. C'est-à-dire créer une window aujourd'hui, je mets window avec un temps fixe de 2 minutes par exemple. C'est le cas. Et oui. Et du coup, on peut avoir aussi des différentes alternatives pour créer des fenêtres, des windows. Et la première, c'est notamment ça qu'on a vu, chaque 2 minutes, un temps fixe. La deuxième correspond plutôt à la question temporaire, mais à partir de ce moment. Mais je ne sais pas comment dire ça plus clair. Pour exemple, si je me demande, donne-moi les résultats de la dernière heure, on peut penser à partir de ces minutes, tu vois, derrière. Qu'est-ce qui a passé la dernière heure? Et c'est ça comment on construit les sliding windows. Et aussi, on a les cas de session. L'idée ici, c'est plutôt, on a un peu d'activité et après, on n'a pas d'activité. Du coup, comme je n'ai pas d'activité, je peux considérer que ça, c'est une session indépendante d'une session qui va apparaître après. Ça, c'est différentes manières de décider quand est-ce qu'on va traiter les données à niveau des événements. Et puis, vous pouvez voir ici que chaque partie du modèle est décorrélée de l'autre. C'est-à-dire que je peux très bien faire des windows sur batch. Ouais, techniquement, rien ne m'en empêche. Et ça peut avoir du sens d'ailleurs. C'est pas parce que je suis sur un batch où j'agrège, où je processe de très très grand nombre de données que je peux pas faire des windows sur justement une partie de mon batch. Souvent, on fait des windows en streaming aujourd'hui parce que ça paraît logique. Mais en fait, rien ne vous empêche dans le modèle de faire des windows sur batch. Et notamment, celle qui est intéressante, c'est celle-là. Par exemple, regroupée par utilisateur. Ça peut avoir beaucoup de sens. Beaucoup de sens, effectivement. Bon, du coup, ça c'est un peu la représentation de ça qu'on fait. On fait une fenêtre chaque 2 minutes et on va faire la somme.
Mais si vous regardez, on a encore un problème qui n'est pas qu'on doit résoudre, c'est quand est-ce qu'on va matérialiser ça? Quand est-ce qu'on va faire que ce résultat produit, que cette accumulation qu'on a fait chaque 2 minutes produit un résultat? Et ça, c'est la prochaine question des modèles BIM. C'est la question de quand, dans le temps de traitement, on va faire ça. Et pour exprimer ça, on doit introduire deux concepts. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas assez difficile à la fin. C'est simple. C'est le concept de watermark qui représente les progrès qu'on a dans le temps d'événement. Ça sonne un peu abstrait, mais c'est plutôt l'idée de savoir, parce que bon, l'idéal, c'est cette ligne. Oui, on est tout le temps en train de faire de lier les deux, mais on peut avoir un estimatif, oui, une sorte de fonction estimative qui dit ah oui, je pense qu'on est prêt, oui, je pense qu'on est prêt. Et cette fonction, ça peut venir directement des sources, ça veut dire ton topic de Kafka te peut donner cette information, ou cette information, ça peut être en fonction d'utilisateur aussi. Oui. Mais à part de ça, on a cette fonction qui nous dit approximativement, on peut fermer la fenêtre ici, mais on peut peut-être jouer avec ça pour ne pas la fermer et faire certaines exceptions. Pour jouer avec ça, on fait ce qu'il appelle triggers, qui est, bon, pour être honnête, j'aime pas trop les noms, mais j'aimerais appeler, je sais pas, emitters ou quelque chose comme ça, parce que l'idée c'est qu'on va faire une émission de données. Ouais? Parce que bon, je pense à trigger de base de données, je deviens fou. Bon. Donc la notion aujourd'hui de watermark, elle n'existe pas dans Spark. Okay. Elle existe dans d'autres moteurs, notamment de streaming. L'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer l'écart entre l'événement, la date de l'événement, la date de la donnée et la date de processing. Cette donnée est complètement heuristique. Hein. C'est-à-dire le watermark aujourd'hui, soit la source vous la donne parce qu'elle sait plus ou moins l'estimer. Si je prends JMS par exemple, on peut très bien considérer que le timestamp du message sur le broker JMS, c'est le watermark. Ou alors, ça peut être votre propre définition du watermark. C'est à vous de définir votre propre heuristique pour gérer le watermark. C'est assez puissant hein, dans ce qu'on peut faire après avec. Et on va regarder dans notre exemple. C'est simplement ajouter à la stratégie des fenêtres la logique de chaque fois qu'on arrive au watermark, on est prêt. Oui? Et pour comprendre un peu mieux ça, peut-être c'est mieux regarder cette image. L'idée, on continue à faire des fenêtres de 2 minutes, mais on a la fonction de watermark qui vient là. Et c'est là qui décide de matérialiser la somme. Par contre, si vous regardez, on a une valeur qui n'était pas matérialisée. Non? Pourquoi? Parce que la fonction est approximative. C'est une fonction heuristique, on n'est pas un truc exact. Et c'est là où on peut jouer avec les triggers pour essayer de réussir à attraper cet élément. Et notamment pour ça, on peut construire un trigger qui peut matérialiser les résultats à l'avance, que c'est le cas ici. On dit, OK, dans 5 minutes, je vais matérialiser les résultats et on va faire l'accumulation, l'agrégation. Et aussi, je peux, les données qui viennent en retard, je peux les rattraper pour processer encore une fois. Oui. Et, très important, il va y avoir une stratégie pour gérer ces données. On va discuter ça après, mais on va regarder un peu l'image. L'idée ici, c'est que comme il va dans le niveau de watermark, il est en temps. Celui-là, comme c'était la première fenêtre, ça va être early. Oui, parce que j'ai mis dans la stratégie, je vais le lancer à l'avance. Il a calculé, il est devenu jaune. Il a calculé. Il calcule plusieurs fois les valeurs. Et ça, on peut dire, ça a des sens pour couvrir ces cas, les cas quand les données sont en retard, que c'est le cas qu'on vient de discuter dès tout début de la présentation. Et notamment, on peut... La question est comment on accumule. Normalement, on peut penser que dans tous les cas, on veut sommer, mais ce n'est pas forcément le cas. On a différentes stratégies aussi dans les modèles de programmation qu'on peut pour raffiner ce type de choses. Par exemple, on peut ignorer. Par exemple, si on a des données qui arrivent, on a un 3, 5, 1, et on fait la somme et on ignore le résultat antérieur, ou on peut accumuler, comme dans la deuxième colonne. Et il y a un système à la fin qui s'est accumulé et rétracté. Pour avoir la sémantique complète. Par contre, ça, c'est pas encore implémenté en BIM, mais c'est dans les to-do. C'est pas du tout trivial à implémenter. Ouais, c'est un peu compliqué. Et bon, voilà. Et comme ça, on peut dire qu'avec ces 4 questions, on peut résoudre toute la problématique, surtout des systèmes de streaming, avec la difficulté de processer infini, de procès infini.
Et bon, maintenant Jean-Baptiste va parler plus en détail des Apache Beam. Donc après cette introduction en mi-espagnol, mi-français, ça va être mon tour en mi-occitan, mi-français. En fait, tout est parti en 2004. Hein. Peut-être certains d'entre vous sont au courant ou ont lu le papier de Google qui s'appelait MapReduce. Ça date de 2004. C'était juste un document, un petit papier là, qu'ils ont fait là. Et à ce moment-là, les choses ont complètement divergé. Le document il était super, hein. Ça expliquait comment on pouvait processer de très très grand nombre de données. Google est parti de son expérience avec forcément le moteur de recherche. Et là, les choses ont un peu évolué. D'un côté, on a eu les projets créés chez Apache. Peut-être vous en utilisez certains, hein, donc, notamment Spark, qui en est une conséquence. Au début, il y avait Hadoop et MapReduce. Et de l'autre côté, Google a continué à faire évoluer son implémentation de MapReduce. Donc, comme l'a dit Ismaël, d'abord Flume Java, puis après Millwheel pour faire du streaming. Et tout ça, au final, depuis février 2016, ça s'est regroupé en BIM. Alors BIM, ce qui est important, c'est que BIM par lui-même ne fournit pas de moteur d'exécution. Il ne fournit qu'un SDK et qu'un modèle de programmation. Après, il fournit une autre partie qu'on va voir plus tard, qui s'appelle les runners, qui va permettre de fonctionner, d'exécuter sur des moteurs d'exécution différents. Les trois visions d'un BIM s'articulent autour de trois types de personnes. 90% des gens qui vont utiliser BIM, ça va être les end users, c'est-à-dire les gens qui vont implémenter les processing, les data processing, donc les jobs, quoi, en gros. C'est vous, c'est nous, c'est la majorité des gens. Mais il y a d'autres personnes qu'on veut également adresser, c'est ce qu'on appelle ceux qui vont fournir des SDK ou des DSL. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans BIM, on a 2,5 SDK. On a 2 SDK et une DSL. Maintenant, peut-être demain, on va créer des nouvelles DSL. Et c'est d'ailleurs déjà en cours de réflexion. Donc si vous avez besoin d'écrire votre propre DSL, une DSL, donc Domain Specific Language, hein, c'est une application, un domaine particulier, soit une DSL technique, Machine Learning, SQL, soit des DSL liés à votre métier, c'est-à-dire qu'à la place d'exposer directement l'intégralité du modèle BIM à vos utilisateurs, vous voulez le masquer et faire votre propre DSL, vous pourrez utiliser directement BIM qui vous fournit tout ce qui est utile pour faire ça. Et les derniers types de personnes, ce sont ceux qui vont écrire le runner, c'est-à-dire qui vont traduire ce que vous allez exprimer avec le SDK BIM vers un moteur d'exécution particulier. Je vais y revenir parce que c'est une des parties la plus sexy au début. C'est pas la plus intéressante peut-être, mais la plus sexy. Alors, BIM, ça veut dire Batch and Streaming. On n'est pas allé chercher très loin. Ça veut dire ça. L'avantage, c'est que c'est un modèle de programmation agnostique, donc c'est la même chose qui va vous permettre d'exprimer Spark, faire du streaming ou du batch. Aujourd'hui, si vous utilisez Spark, vous avez Spark Core pour faire du batch, Spark Streaming pour faire du streaming. C'est un peu pénible de passer de l'un à l'autre, quoi. Surtout, il faut avoir des dépendances différentes. Des fois, il faut écrire des choses différentes. Le storage level, par exemple, peut être différent, etc., etc. Dans BIM, c'est le même code. Juste une petite clarification aussi. La dernière version de Spark, il essaie d'ensembler les deux dans un seul modèle aussi. Ils essayent. Mais c'est un work in progress. Si vous regardez, tout est bêta pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et l'avantage de BIM, c'est que en fait, votre code va rester le même et juste en changeant une ligne de code dans votre job, vous allez passer du batch au streaming ou inversement. Donc, il répond aux 4 questions que nous a présenté Ismaël. Il fournit des SDK. Bien sûr, le code qu'on vous a montré, comme je vous l'ai dit, c'est du vrai code. C'est du code du SDK Java. Mais vous avez un SDK Python, vous allez avoir une DSL Scala aussi. Vous allez avoir des runners. Alors les runners, ça va vous permettre le même code, exactement la même chose, va fonctionner sur Spark ou sur Flink par exemple. Donc vous n'avez pas besoin de réécrire l'intégralité de vos jobs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous utilisez MapReduce, vous voulez passer sur Spark, vous avez du Spark, vous voulez passer sur Flink, bon courage. Bon courage, ça va vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, mais ça va vous coûter assez cher. Dans BIM, une fois que c'est écrit, c'est écrit. La complexité, elle va se situer au niveau du runner. Et bien sûr, on a quand même des I/O, c'est-à-dire qu'il faut lire des données à quelque part ou les écrire à quelque part. Là encore, on ne peut pas se baser sur les connecteurs existants, par exemple dans Spark. Dans Spark Streaming, vous avez plein de DStream qui existent. Mais on ne peut pas se baser sur ça, parce que sinon, on perd la portabilité de BIM. Donc, on fournit des I/O qui vont avoir 2 rôles, à la fois être agnostiques
au moteur d'exécution, mais surtout implémenter l'ensemble des choses dont on a besoin dans BIM, notamment les watermarks. Les watermarks, c'est une des responsabilités des IO. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le SDK Java, qui est le premier que vous pouvez utiliser. Python est aussi dispo. Vous allez trouver aussi une DSL qui s'appelle SCIO, qui est Scala, qui nous vient directement de Spotify, puisque Spotify utilise BIM. Vous avez certains SDK qui sont en discussion. On n'est pas tous, pour l'instant, d'accord dans les priorités des SDK. Par contre, des DSL, on est beaucoup plus d'accord. Notamment, il y a une DSL SQL qui va apparaître bientôt. Alors, par DSL, ça regroupe à la fois le pur DSL, mais aussi des fonctions qui pourraient être utiles aux utilisateurs. Ici, il y a Machine Learning. Machine Learning, par essence, ce n'est pas forcément une DSL. Par contre, ce sont des fonctions qui vont implémenter les algorithmes de base de Machine Learning. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les SDK? La première chose que vous allez trouver, c'est un pipeline. En fait, on exprime votre processing de données, il va s'implémenter sous forme de pipeline. Donc, un pipeline, vous pouvez voir ça comme un graphe d'exécution, si vous voulez. Ce n'est pas un graphe d'exécution, c'est un graphe de design. C'est-à-dire que vous allez lire de la donnée à quelque part et appliquer des transformations. La donnée qu'on va lire et qui va se matérialiser dans votre pipeline, c'est ce qu'on appelle une P-collection. P pour pipeline, pipeline collection. Donc c'est la donnée que l'on transporte, la donnée utile que l'on transporte au travers de notre pipeline. Et ensuite, on va appliquer sur ces P-collections des transforms. Donc un transform, ça prend une P-collection et ça donne une P-collection. Enfin, une ou plusieurs. On a des transforms un peu particuliers, sont les IO, puisque eux, par essence, quand on est une source, on ne lit pas de données, on génère de la donnée, donc on génère une P-collection, où ça récupère côté écriture, ça récupère une P-collection et ça va la stocker à quelque part. On a des transformations de base que vous connaissez, vous utilisez déjà, group by key, map élément, filter, etc., etc. Et vous pouvez avoir des composites. Donc là, vous avez créé une transformation qui va être une composition d'autres transformations, ou vous pouvez faire votre propre transformation. Je vous montrerai comment on fait après. Alors ça ressemble à ça, un pipeline, rien de particulier, c'est assez basique. Je pars d'un P-transform un peu particulier qui s'appelle read, donc je lis. J'applique des transformations au milieu et j'envoie éventuellement, c'est même pas obligatoire, j'envoie éventuellement sur un P-transform de type write. Donc j'écris. Ces P-transforms s'expriment avec une seule méthode dans le SDK qui est apply. Donc à chaque fois que je fais un apply, ça veut dire j'applique une transformation sur ma P-collection. Oui, Ismaël? Non, je voudrais dire que bon, ça semble très simple, mais on peut aussi faire des combinaisons. On peut avoir plusieurs sources et plusieurs destinations aussi. Ouais, ça paraît simple. Non, mais c'est très simple. Alors, une P-collection, c'est quoi? C'est une collection immutable. Donc, une fois qu'elle a été créée, vous ne pouvez plus la modifier. Vous ne pouvez pas avoir un accès random aux éléments. La raison principale, c'est qu'elle peut être répartie sur un cluster. Si vous avez un cluster de 10 nœuds, bah, cette P-collection peut-être elle va être spread, comment on dit en français, répartie, c'est bien. Répartie sur le cluster. Chaque élément de la P-collection a un timestamp. D'après vous, c'est quoi le timestamp? C'est la date de l'événement. Okay, la date à laquelle on va processer l'événement. C'est la différence entre timestamp et watermark. On verra plus tard. Sur une P-collection, comme elle peut être répartie sur l'ensemble des nœuds du cluster, forcément, il va falloir pouvoir serialiser les éléments de la P-collection sur le cluster. Donc là, c'est la responsabilité des codeurs. Donc les codeurs d'un BIM, ça va définir comment vous allez serialiser les données pour les répartir sur votre cluster. Alors pourquoi plusieurs codeurs? Parce qu'on a plusieurs types de serialisation possibles. Avro, Protobuf, Java serialisation, etc. Donc c'est vous qui allez définir en fonction des éléments de votre P-collection quel codeur vous allez utiliser. Une P-collection, elle peut être finie ou infinie. Si elle est finie, on va plutôt fonctionner en type batch. Si elle est infinie, on va plutôt fonctionner en mode stream. C'est ça qui va déterminer si votre pipeline, ça va être un pipeline de batch ou de streaming. Ce que vous allez faire derrière votre source qui va faire une bonded ou un bonded, au final, ça n'a que peu d'importance. La même chose va fonctionner. Le même processing va fonctionner. Alors les P-transforms, eux,
c'est non pas ce qu'on transporte, mais le traitement, la transformation qu'on va appliquer sur une P-collection. Elles peuvent recevoir une ou plusieurs P-collections. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les side input. Donc je peux avoir une P-collection maître et plusieurs P-collections additionnelles, side input. Et vous imaginez bien qu'en sortie, je peux avoir une P-collection maître et d'autres P-collections, c'est side output. Okay. Ça, c'est pareil, c'est matérialisable dans le modèle. Forcément, un transform peut être également réparti sur l'ensemble des nœuds. Donc la fonction elle-même doit être serialisable. C'est-à-dire que vous allez voir dans le modèle, il y a ce qu'on appelle le par-do, parallèle do, qui permet d'exécuter en parallèle plusieurs transformations sur les éléments. Peut-être je vais avoir une partie de mon par-do qui va être fait sur le nœud 1, une autre partie sur le nœud 3, etc. Ça doit être thread compatible, c'est-à-dire rien ne vous empêche dans l'implémentation de votre transform de créer des threads et tout. Par contre, c'est votre responsabilité de bien les synchroniser et d'être garant de la bonne cohérence des threads. Idempotency, ça veut dire que un P-transform doit toujours sortir le même résultat en fonction de la même P-collection. Ça doit être cohérent. Okay. Alors ça, c'est pas nécessaire, hein. C'est un best practice. Je vous encourage vraiment à le vérifier parce que sinon, vous pouvez avoir des effets de bord assez drastiques. Les I/O. Donc les I/O, c'est un P-transform comme on l'a vu précédemment. C'est juste un P-transform un peu différent au sens où quand on lit, on part de ce qu'on appelle un P-begin, c'est-à-dire une fake P-collection vide, et on va créer une vraie P-collection. La manière la plus facile de créer un I/O, c'est de créer une fonction. Donc vous-même, vous pouvez instancier une fonction toute bête. Après, dès que vous allez vouloir, dans cet I/O, implémenter des choses comme splitter, par exemple, vous allez lire partant de Elasticsearch. Il y en a ici qui connaissent bien Elasticsearch. Elasticsearch, vous allez lire un index qui va contenir 2 millions d'éléments, 2 millions de documents. Si vous créez une seule fonction sur un nœud qui va lire les 2 millions d'éléments, c'est pas très optimal. Si par contre, ces 2 millions d'éléments, vous allez créer sur votre cluster un ensemble de sources qui vont par exemple lire par shard sur Elasticsearch, là vous allez être beaucoup plus intéressant. Là ça va être beaucoup plus intéressant. Et qui plus est, dans le cas d'un unbounded, si vous voulez gérer le watermark, ça peut être également intéressant. Donc dès que vous allez vouloir implémenter tout ce qui est checkpoint, watermark, etc., là vous n'allez pas partir sur une fonction classique, vous allez créer une vraie I/O dans BIM. Donc tout ce qui est instant watermark, déduplication, parallélisme, etc. Donc pour ceux qui connaissent un peu le modèle, split into bundles, qui permet de créer autant de sources qu'on a de bundles de données. Donc on découpe la donnée en X chunks, X morceaux. Tout ça, c'est géré par l'IO. Aujourd'hui, les IO dont on a dispo, merci Ismaël. Bien sûr, on a tous ceux de Google, hein, forcément, hein, Bigtable, BigQuery, etc. Datastore, HDFS, JDBC, MongoGridFS, JMS, Kafka, tout ça, ça y est. Il y en a des nouvelles en préparation. Cassandra, Elasticsearch, HBase, S3, MQTT, j'en ai d'autres sous le coude, mais que je n'ai pas encore poussé. Mais en gros, c'est ça. Aujourd'hui, gardez à l'esprit que ces IO sont génériques à BIM. C'est-à-dire que quel que soit le runner que vous allez utiliser derrière, que vous utilisez Spark, Flink ou autre, ils vont fonctionner. C'est ça le gros avantage. Voilà un exemple de pipeline qui utilise un IO. Vous voyez qu'en fait, c'est toujours la même approche. On utilise la méthode .apply. Donc on crée un pipeline, on fait .apply, et là on va lire ici à partir d'une topic Kafka, et on va écrire dans Elasticsearch. Okay, rien de particulier. Tout ça, ça va vous permettre au niveau fonction de créer soit des fonctions qui vont fonctionner par élément, c'est-à-dire vous allez avoir un process élément, donc pour chaque élément de votre P-collection, je vais réagir, ou sur un ensemble ou sous-ensemble d'éléments de votre P-collection. Donc ça, c'est l'agrégation. Par exemple, group by key, vous voulez grouper et sortir un ensemble de P-collection groupé par la clé, par exemple. Et ensuite, vous pouvez également composer. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger dans une seule et même fonction un appel à d'autres sous-fonctions qui fonctionnent par élément, par exemple. Donc au niveau des fonctions, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à dispo? On a alors celle qui fonctionne par élément, celle que vous allez utiliser beaucoup, c'est par-do.
c'est le couteau suisse d'un BIM. C'est-à-dire que dès que vous ne savez pas comment faire quelque chose ou dès que vous n'avez pas dans le modèle BIM une fonction qui correspond à ce que vous attendez, vous sortez un pardou. Dans le pardou, vous mettez ce qu'on appelle un do fonction. Et là-dedans, vous allez processer élément par élément et vous faites ce que vous voulez. Okay, donc c'est votre couteau suisse. Ensuite, bien sûr, vous avez des fonctions de base qui sont particulièrement utiles. Map élément, flat map élément, filter. Là, c'est pareil. Vous, à la place d'implémenter votre do-fun, vous allez juste utiliser directement map élément en lui donnant la manière de mapper. Donc celles-là, elles fonctionnent par élément. Celles-là, elles font du grouping. Donc elles vont faire du sum, de l'average, des choses comme ça. Ou alors des fonctions qui sont plus relatives à tout ce qui est window et trigger. Donc comment je vais déclencher mon processing de la donnée. Alors voilà un exemple de vrai pipeline qui processe des données G2LT. Donc G2LT, c'est des process des données qui sont rafraîchies tous les jours, qui regroupent l'ensemble des événements qui se passent dans le monde et à quel endroit. Okay, c'est alimenté par les différents organes de presse. Je pense qu'à ce moment, on doit avoir pas mal de USA, Trump, des choses comme ça. Donc on part ici, on lit la donnée. Donc la donnée, c'est quoi? C'est un CSV. Hein. Donc je lis mon CSV qui contient, en gros, si je me souviens bien, de mémoire, c'est le pays, la ville, l'événement, le domaine de l'événement, etc. Donc en gros, on lit cette donnée. Ensuite, on extrait l'endroit où s'est produit la donnée, USA, France, Espagne, sud de la France, Nantes, etc. Ensuite, on va compter le nombre d'événements par pays, par exemple. Donc, on veut avoir le nombre de dépêches aujourd'hui qui sont relatives aux USA. Je pense qu'on devrait en avoir pas mal. Donc ici, on utilise un IO. Ici, on fait, pour faire l'extract de location, j'utilise un pardou, donc avec une fonction custom à moi, que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, une fois que j'ai fait mon extraction, donc là, je vais avoir une p-collection par localisation. Et ensuite, je vais pouvoir compter, pour chaque élément de cette p-collection, je vais compter le nombre de fois que ça apparaît. Okay, donc là, j'utilise une fonction de base de BIM. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc lui, il va me retourner non plus une p-collection de string, mais une p-collection de string integer. String étant l'élément, integer étant la somme qu'il vient de calculer, le count qu'il vient de calculer. Une fois que j'ai ça, je vais utiliser un map élément juste pour convertir ce clé valeur de type string integer à une string qui est localisation, 2 points et le nombre de fois où ça apparaît. Et ça, les résultats, je les stocke dans un fichier de sortie. Okay, bon, c'est un peu l'exemple un peu débile, mais ça vous montre un peu ce que vous pouvez faire avec le modèle. Et si on commence à regarder un petit peu comment on fait des customs, vous pouvez voir que les filters ici, ma transformation de type filter, je peux lui donner une fonction sérialisable. Pourquoi sérialisable? Puisqu'elle peut être répartie sur l'ensemble des nœuds, qui va faire, alors là, en l'occurrence, un filtrage très basique. Mon map élément, idem, c'est-à-dire que je peux lui donner une fonction assez simple qui va dire, pour chaque entrée dans ma p-collection, donc ma p-collection va contenir clé valeur string long, tu me convertis ça en p-collection de string qui contient la clé, 2 points, la valeur. Okay, donc grâce à ça, vous pouvez implémenter n'importe quoi. Ici, c'est du code Java. Okay, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Ou du code Python si vous êtes sur le Python SDK. Juste une petite précision. Bon, on supporte aussi Java 8. Hein. Si ça semble très verbose, on peut passer. Alors attention, on supporte Java 8 du moment que le moteur d'exécution cible le supporte. Okay, si votre runner cible c'est Spark 1.5, Spark 1.5 c'est Java 7. Okay, donc au delta près. Allez, on va avancer un peu vite là parce qu'on est en retard. On est trop bavard en fait. Les runners, c'est quelque chose d'assez à la fois critique et hyper intéressant pour vous. Comme je vous l'ai dit, BIM ne fournit pas de moteur d'exécution, ce qui veut dire que le code que je vous ai montré, vous pouvez le faire tourner sur Spark, sur Flink, sur Google Dataflow, etc., etc. Ça, c'est la responsabilité du runner. Donc il n'y a pas un service de runner qui existe. Le runner, son rôle, ça va être de traduire le code que vous avez écrit avec SDK, là, avec le BIM SDK, sur un moteur cible. Et pour faire ça, c'est directement à la compilation. Okay, donc, par exemple, lorsque j'ai mon code BIM, je définis ma cible, c'est Spark, donc je vais utiliser le runner Spark, donc il va me traduire
ce que j'ai exprimé avec le SDK BIM dans du code Spark. Des RDD, des DStream, etc. Du coup, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est même pas recompiler, parce que la compilation est toujours valide, c'est juste de mettre la dépendance vers le runner dont vous avez besoin. Okay, donc vous mettez la dépendance Spark, pam, ça va tourner sur Spark. Vous mettez la dépendance Flink, ça va tourner sur Flink. Vous n'avez plus besoin de changer une seule ligne de code, ni même recompiler. Okay. Aujourd'hui, vas-y, on passe, Ismaël. Oui, pardon. Ouais, on va avoir des questions. Aujourd'hui, les runners que vous avez, alors il y en a un qui est intéressant, pas pour la prod, hein, mais c'est celui-là. Celui-là, il nous sert pour les tests. Donc c'est un runner qui va tourner en local sur votre machine avec une simple JVM qui va créer plein de threads pour simuler un bonded. Alors bien sûr, c'est pas fait pour de la prod ou du volume, mais par contre, ça vous permet directement de tester votre pipeline en local avec un test unitaire, somme toute, assez simple, ou lorsque vous écrivez des IO. Et du coup, le résultat est équivalent à ce que vous feriez tourner sur un vrai cluster. Donc aujourd'hui, pour tester du Spark, à part monter un mini cluster Spark ou avoir un Spark avec un mononode, c'est pareil pour Flink, hein, c'est assez compliqué. Si on rajoute à ça du Yarn, du Mesos, on peut avoir des effets de bord, des fois un peu rigolos, c'est pas toujours très simple. Ici, on peut déjà tester. Bien sûr, vous avez le runner Google Cloud. Donc aujourd'hui, vous partez avec Spark. Demain, vous voulez tester votre pipeline sur Google Dataflow. Vous changez juste le runner. Spark, bien sûr. On a le runner Spark et on a le runner Flink. Il faut savoir que les gens de Flink, la boîte qui travaille sur Flink, qui s'appelle Data Artisan, travaille directement sur BIM. En fait, Flink est parti du modèle BIM pour implémenter sa propre API. Donc le runner est assez proche de BIM. On va retrouver d'autres runners qui sont en préparation. Apex et Gearpump sont pratiquement finis. Hein. Apex, ça devrait arriver cette semaine, normalement. MapReduce, c'est en cours. Et d'autres runners un peu plus particuliers, notamment comme Karaf pour être OAJL. Là, juste, alors je ne vais pas aller dans le détail de la matrice de compatibilité, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, par exemple avec Spark, vous pouvez le faire avec BIM. L'inverse est faux. C'est-à-dire que comme le modèle BIM est beaucoup plus large en termes de fonctionnalités que potentiellement les runners, tout ce que vous pouvez faire avec BIM n'est pas forcément supporté par Spark. Tout simplement parce que de base, Spark ne fournit pas d'implémentation de tout le modèle BIM. Donc ici, lorsque vous allez sur le site web, vous pouvez avoir la liste de compatibilité qui est plus ou moins... Celle-là, elle n'est pas tout à fait à jour, hein, parce que sur le Spark Runner, on a fait beaucoup d'évolutions dernièrement, notamment Spark 2 avec tout ce qui est dataset, nous permet d'implémenter des choses qu'on ne pouvait pas supporter en Spark 1. Alors les use cases dans lesquels vous pouvez utiliser BIM, alors je ne peux pas vous dire tous les noms là en conférence des gens qui utilisent BIM. Il y en a quelques-uns qui sont un peu qui veulent pas trop que ça se sache. En gros, vous pouvez faire tout ce qui est data processing, bien sûr. Hein. Tout ce qui est pure streaming et batch, vous pouvez l'implémenter. Pas mal de processing IoT. Okay, donc au fil de l'eau, je sais pas, vous voulez tout ce qui est objet connecté, faire de l'estimation ou des préconisations là-dessus. Tout ce qui est détection de fraude. Il y a d'ailleurs, je pourrais trouver le nom, mais dans l'équipe BIM, il y a des gens de PayPal qui travaillent. Donc fraude détection, PayPal, vous faites l'association que vous voulez. Voilà, donc le champ des possibles aujourd'hui est plutôt intéressant. Alors pourquoi, pour résumer, hein, avant de terminer, pourquoi BIM tout d'abord une API portable. Même chose pour batch et streaming. Même code pour différents moteurs d'exécution. Le choix qui a été pris est clairement de ne pas fournir notre propre moteur d'exécution, c'est de se reposer sur des moteurs d'exécution existants. Et les gens de Databricks, dans le cas de Spark, ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, l'élément différenciant, c'est plus l'API. L'élément différenciant, ça va être le moteur. Comment ça performe, combien ça me coûte de maintenir ça, etc. etc. Donc nous, le but, c'est vraiment de donner un modèle de programmation portable, un SDK qui est portable. Unifié. Même code. Pour batch et streaming. Aujourd'hui, on ne veut plus écrire d'un côté du batch, de l'autre du streaming. Parce que peut-être demain, ceux qui fonctionnaient en batch, on veut qu'ils fonctionnent en streaming. On n'a pas besoin, on ne veut pas changer les dépendances
ou le modèle de programmation. Feature avancée, tout ce qui est watermark, tout ce qui est triggering, toutes ces choses doivent être fournies directement par le SDK. Donc c'est le rôle de BIM. Extensible, c'est-à-dire que vous, demain, vous avez des besoins d'IO. Alors votre premier réflexe, ça peut être d'ouvrir un Jira et d'espérer que chez BIM, on l'implémente. Ou alors, tout simplement, vous pouvez le créer. Et vous pouvez le créer soit dans BIM, soit chez vous. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans le SDK pour créer vos propres runners, pour créer vos propres IO. Alors, la communauté BIM, juste pour vous en dire 2-3 mots, c'est un projet qui est assez jeune. On devrait aller sur TLP. Alors, jeune au niveau Apache. Hein. C'est déjà utilisé en prod chez Google depuis longtemps. Google est en train d'ailleurs de passer le SDK de Dataflow sur BIM. Donc le BIM en lui-même est déjà production ready. Par contre, c'est un jeune projet chez Apache, puisqu'on a commencé l'incubation en février. On espère passer TLP, Top Level Project, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Si vous êtes intéressé pour contribuer dans BIM, welcome. On cherche... Il y a plein de champs d'intérêt. Ça peut être une DSL, ça peut être des IO, ça peut être ne serait-ce que des idées ou des choses comme ça. Donc on est preneur de tout. J'ai d'ailleurs quelques stickers BIM. Si vous avez des questions, les meilleures questions, il y aura des stickers à distribuer. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelques reminders. Ah, pardon. Ouais, juste donc les mailing lists. J'ai fait quelques blogs aussi, que ce soit sur le blog Talend ou mon blog perso sur le même code, multiple runner, des choses comme ça, donc vous pouvez voir. On est ici 3 à travailler sur BIM. Il y a Étienne, Ismaël et moi, donc si vous avez des questions, on est là. Ok, merci. Merci.